Vous croyez qu'un siège ne tient qu'à la bravoure ou à la chance? Et si, en vérité, la géométrie, froide, implacable, avait tout fixé bien avant le premier tir? Le mot chaudron circule partout, dans les débats télévisés, sur les fils d'actualité, jusqu'à devenir un cliché. Mais derrière ce terme brûlé par la peur se cache une vérité plus glacée. La guerre commence par la géométrie militaire. Sur la carte, il n'y a aucune pitié. Prenons par exemple la Seconde Guerre mondiale, à Stalingrad. Le chaudron allemand s'est refermé, non par hasard, mais par un encerclement parfaitement calculé des soviétiques. La géométrie de la poche a scellé le sort de la 6e armée. Kourakova n'est pas un simple point oublié dans le sud du Donbass, c'est le pivot logistique, le nœud vital qui relie et maintient tout le flanc sud du front. Si Kourakova tombe, c'est tout un édifice opérationnel qui s'effondre d'un coup sec, comme un château de cartes. Imaginez un château dont la clé de voûte est retirée, tout s'écroule non pas pierre par pierre, mais d'un seul coup, dans un grand fracas. Depuis des semaines, la situation se dégradait, lentement, sournoisement, invisible pour ceux qui refusaient de voir. Sur le terrain, les brigades étaient exsangues. 40% de l'infanterie manquait à l'appel. 40%, c'est presque la moitié d'une armée réduite à des fantômes. Là où un peloton entier devait tenir, il ne restait parfois que 3 soldats hagards derrière une mitrailleuse. Pour donner un exemple concret, sur une position prévue pour 30 hommes, seuls 12 étaient bien présents, parfois moins. Les journaux de marche faisaient état de sections entières composées de blessés revenus trop tôt ou de soldats épuisés incapables de tenir une garde efficace. Les avertissements, ils pleuvèrent du front. Messages désespérés, rapports alarmants, signaux d'alerte ignorés par ceux qui auraient trop dû écouter. Car ici, la politique a écrasé la tactique. L'ordre était simple, brutal, tenir quoi qu'il en coûte. Mais le prix, en guerre, n'a qu'un visage, celui des hommes qui tombent. Dans l'histoire, ce phénomène n'est pas nouveau. En 1940, lors de la bataille de France, l'ordre de tenir sur la ligne Maginot a abouti à l'encerclement de divisions entières, incapables de manœuvrer ou de se replier. Le résultat, des pertes massives, alors que des replis préventifs auraient pu sauver des vies. Fermer les yeux sur la réalité, c'est sacrifier des milliers de vies pour sauver des illusions. C'est risquer la bascule de tout un front emporté par l'orgueil, le déni et la confiance aveugle dans les ordres venus d'en haut. Alors, comment la logique du chaudron a-t-elle vraiment imposé sa loi, au-delà des discours et des communiqués? Entrons ensemble dans l'anatomie précise de cette défaite programmée. Pour comprendre ce désastre, il faut d'abord observer comment chaque erreur, chaque signal ignoré a resserré le piège. Car sur cette carte, la moindre faille devient une condamnation. Avant le premier tir, le sort de Kourakova était déjà scellé sur la carte. On imagine souvent la guerre comme une suite de chaos, mais ici, tout se jouait dans la géométrie froide des lignes et des points. Les calculs, implacables, avaient déjà désigné la ville comme une proie. Dès le mois d'octobre, le rapport numéro 412 avait tiré la sonnette d'alarme. Les effectifs fondaient, la ligne tenait à peine. Ce n'était pas une intuition, mais une certitude documentée, portée par des tableaux de pertes et d'effectifs. Pourtant, ce constat a été étouffé sous le poids du déni et des priorités politiques. Ce schéma rappelle la catastrophe de Dien Bien Phu en Indochine. Là aussi, des rapports avaient alerté sur l'insuffisance des effectifs et la vulnérabilité logistique. Mais la décision de tenir coûte que coûte a mené à l'encerclement et à la reddition. Les Russes, eux, avaient appris de Bakhmout. Plutôt que de s'épuiser dans des assauts frontaux, ils optèrent désormais pour l'enveloppement méthodique. Leur progression n'avait rien de spectaculaire. Chaque pas était calculé pour resserrer le piège sans gaspiller une seule unité. Dans la pratique, ce type de manœuvre consiste à avancer par petits détachements, à sécuriser les hauteurs, les carrefours, à couper les itinéraires de ravitaillement, jusqu'à ce que la zone encerclée n'ait plus d'échappatoire. La gorge du Sac sous Kourakova s'est réduite à moins de 10 km. À cette portée, l'artillerie moderne pouvait frapper chaque mouvement, transformer chaque route en corridor de feu. La ville devenait une souricière. Sortir signifiait des pertes massives. Rester menait à l'asphyxie. Des milliers de soldats, des stocks entiers de munitions et de véhicules étaient apiégés. Cette situation n'était pas un revers inattendu, mais le résultat d'avertissements ignorés. Les signaux faibles, les rapports d'état-major, les appels à renforcer la défense, tout avait été balayé. Le prix du déni se payait en vie, en ressources perdues, en positions stratégiques sacrifiées. Refuser d'écouter les chiffres, c'était condamner une garnison entière à la défaite. À Kourakova, l'aveuglement a transformé une crise en désastre inévitable. La carte n'a jamais menti.
Ceux qui l'ont ignoré ont scellé leur propre chute. Le décor est planté. Mais comment, concrètement, l'étau s'est-il resserré autour de la ville et de ses défenseurs? Pour comprendre ce piège, il faut explorer la mécanique précise de l'encerclement. Chaque étape du siège révèle l'inexorable progression de la catastrophe. Quand la logistique cède, l'armée s'effondre, rarement l'inverse. Ici, pas de fracas héroïque. Le désastre avance, glacé, mécanique, porté par la logique impitoyable du calcul, non du courage. Tout part d'une percée sidérante. Ce n'est pas seulement la force brute de l'assaillant russe, c'est surtout la dispersion et l'épuisement des défenseurs, déjà réduits à une poignée, qui ouvrent la brèche. Dès lors, chaque position tient par miracle, sur le fil. Prenons Santsovka, localité anodine il y a 3 semaines. Sa chute a emporté tout le flanc nord. Comme à Bastogne pendant l'offensive des Ardennes, la perte de points d'appui secondaires a permis à l'ennemi d'encercler la ville principale et de couper l'accès aux routes et aux ravitaillements. La ville entière tombe sous l'œil et les tirs directs de l'ennemi. Chaque ravitaillement, chaque mouvement devient un pari mortel. Le vrai basculement survient quand la digue cède. En quelques heures, routes coupées, stocks abandonnés ou détruits, morale en chute libre. Les hommes isolés, privés de renforts, errent dans la confusion. La poche, censée protéger, se mue en piège. La supériorité technique de l'assaillant verrouille le sort du secteur. Drones, guerre électronique, artillerie de précision, chaque geste est repéré, frappé sans délai. Impossible de se regrouper ou de fuir sans risquer l'anéantissement. Même la terre semble trahir les défenseurs. Concrètement, cela signifie que chaque tentative de sortie ou de ravitaillement est immédiatement détectée. Les drones à vision thermique, capables de repérer la chaleur corporelle, rendent tout camouflage inefficace à la tombée de la nuit. La logistique, invisible mais vitale, s'effondre. Les convois carburant, munitions, soins sont systématiquement ciblés. Plus de renforts, plus de rotation, plus d'espoir de secours. Ce n'est plus une ligne qui recule, c'est tout un tissu qui se déchire. Au centre, les ordres continuent de tomber. Mais ces directives, déconnectées du réel, résonnent à vide. Les chefs sur place improvisent ou renoncent. Beaucoup d'instructions restent lettres mortes, impossibles à appliquer, parfois même absurdes. Cela rappelle la débâcle de Singapour en 1942, où les ordres contradictoires ont plongé la garnison britannique dans la confusion, précipitant une reddition massive face à un ennemi numériquement inférieur mais mieux coordonné. En quelques jours à peine, tout ce qui fait tenir une armée, cohésion, ravitaillement, confiance dans le commandement, est pulvérisé. Ce n'est pas une défaite soudaine, mais une lente désagrégation. On ne perd pas que du terrain. On perd des hommes, des moyens et surtout toute capacité à reprendre la main. Ce n'est pas un simple accident, mais la conséquence d'erreurs stratégiques et de déni. Comprendre ce mécanisme, c'est saisir la véritable tragédie du siège. Ici, chaque route s'est muée en chemin de mort. L'espoir ne traverse plus la trajectoire. Il ne reste que la certitude d'une fin inévitable. Le goulet du chaudron s'est rétracté à moins de 5 km, ne laissant plus aucun recoin à l'abri de la menace, aucun sentier qui échappe aux tirs directs de l'ennemi. Les pertes glaçantes. Chaque convoi qui ose franchir l'étau peut perdre jusqu'à 7 véhicules sur 10 et autant d'hommes. La logistique, colonne vertébrale de toute résistance, s'effondre. Les munitions touchent à leur terme, la faim s'installe, les blessés ne peuvent plus espérer l'évacuation. À la tombée de la nuit, des groupes tentent dans des percées dans l'obscurité, mais la supériorité de l'ennemi en vision nocturne, doublée de la chasse incessante des drones, rend la fuite quasi illusoire. Le désespoir s'installe. On incendie les blindés et les pièces d'artillerie abandonnées, autant pour priver l'ennemi que pour ne pas y mourir piégé. La centrale, un temps considérée comme dernier bastion, devient un tombeau sous les frappes répétées. Le commandement a déjà déserté, plongeant la zone dans le chaos. L'organisation s'effrite, chacun fuit désormais à l'aveugle, sans plan ni liaison. La ville s'effondre, lentement mais sans retour. Sa perte fait voler en éclats la défense du sud. Plus de lignes à tenir, plus de possibilités de contre-attaque, toute la région s'offre à la progression ennemie. Les conséquences sont irrémédiables, en vivre comme en temps matériel. Ici, le prix de l'aveuglement ne se résumera jamais en simple bilan. Face à ce désastre, une question hante les survivants. Comment empêcher que la même mécanique implacable ne se reproduise ailleurs, sur d'autres cartes, avec d'autres vies, sacrifiées à la vanité et au refus de voir? Mais ce n'est pas qu'un épisode tragique, c'est le symptôme d'un mal plus profond. Pour comprendre, il faut remonter à la racine des décisions qui ont mené tout un groupe à l'abattoir. Au-delà des ruines, une question s'impose, simple et glaciale.
Comment éviter que le prochain chaudron se referme? L'histoire de Kourakova enseigne une vérité brutale. La politique ne supplante jamais la stratégie. Sur le champ de bataille, la volonté ne pèse rien face à la logique implacable des faits. Quand l'état-major ordonne de tenir coûte que coûte, tout en oubliant que la guerre ne se plie pas au discours, le désastre se prépare, invisible et silencieux. Mentir dans les rapports, minimiser les pertes, sacrifier la logistique. Ce sont les premiers pas vers la catastrophe. Kourakova n'est pas un accident, mais le fruit mûr d'alertes ignorées et de vérités maquillées. Refuser d'écouter ceux qui lisent la carte avec lucidité, c'est condamner ses propres soldats. La communication et la cohésion ne sont pas des options, elles sont vitales. Perdre le contrôle, c'est souvent livrer plus de vie à l'ennemi qu'une salve d'artillerie. Quand le chaos s'empare des lignes, quand un bataillon ne sait plus où se trouve son voisin, la défense s'effondre en quelques heures. Les drones, la guerre électronique, la surveillance aérienne, autant de menaces qui transforment chaque mètre carré en terrain miné. Aujourd'hui, un drone sur fibre optique perce tous les brouillages et s'infiltre jusqu'au cœur des tranchées. La précision de l'artillerie à distance et la surveillance constante redessinent la géométrie du front. Ignorer ces mutations, c'est jouer avec le feu. Mais la leçon la plus cruelle est ailleurs, seule la capacité d'apprendre des défaites peut briser le cycle des tragédies. Dans l'histoire militaire, les armées qui ont su tirer les leçons de leurs échecs, comme l'armée israélienne après la guerre du Kippour ou l'armée américaine après le Vietnam, ont pu transformer leur faiblesse en force en changeant doctrine, équipement et culture de commandement. Les armées qui ont refusé d'évoluer ont, elles, disparu de la scène de l'histoire, comme l'armée austro-hongroise au début du XXe siècle. Refuser d'analyser les erreurs, refuser d'écouter les voix du terrain, c'est garantir que le prochain encerclement surviendra, dans la guerre comme ailleurs. Toute organisation qui nie la réalité prépare sa propre chute. Kourakova, c'est le récit d'un piège annoncé, mais aussi un avertissement pour quiconque croit que l'orgueil protège des lois implacables de la crise. Mais derrière le choc et les ruines, une question demeure. Qui paiera le prix de ces choix? Pour comprendre, il faut revenir sur les signaux ignorés et les décisions fatales qui ont pavé la route vers l'effondrement. Dans le cas de Kourakova, des officiers sur le terrain ont signalé la perte de contrôle du secteur nord, mais leurs rapports ont été édulcorés en haut lieu. De même, lors de la débâcle de Sedan en 1940, les avertissements des scouts français ont été enterrés, menant à un effondrement rapide. Déjà, une nouvelle figure mortelle s'esquisse sur la carte. Et si, cette fois, nous la déjouions? Sur le champ de bataille, la géométrie froide ne laisse aucune place au discours. Elle avance implacable, dessinant pour demain les contours d'un piège inédit. Ce qui s'est joué à Kourakova n'a rien d'exceptionnel. C'est le fruit amer de choix répétés, d'alertes ignorées. Chaque erreur, chaque refus d'envisager une issue différente s'empile, jusqu'à broyer des milliers d'hommes dans un étau de feu et de silence. Le terrain impose sa vérité. Les illusions, tôt ou tard, s'effondrent. Regarder en arrière ne sert plus à rien. L'enjeu désormais, saurons-nous éviter les mêmes aveuglements? Les cartes et les noms changent, mais la mécanique demeure. Là où l'analyse s'efface face à l'orgueil ou au confort du récit, l'histoire recommence, sans pitié. Alors comment agir concrètement pour éviter le prochain désastre? Première étape, établir des canaux de remontée d'informations directes, sans filtre politique. Cela peut se faire par la création de cellules de crise indépendantes, capables d'auditer les rapports du terrain et d'en tirer des conséquences immédiates. Deuxième étape, former les commandants à la culture du doute. Accepter de remettre en question un plan, de réévaluer la situation quotidiennement, d'écouter les signaux faibles venant des unités en première ligne. Troisième étape, investir dans l'innovation technologique et tactique. Les drones et la guerre électronique ont redessiné la guerre. Il faut donc anticiper leur impact, doter chaque unité de moyens de brouillage, de surveillance et d'analyse en temps réel. Quatrième étape, instaurer une culture de débriefing honnête après chaque opération, même perdue. Les armées israéliennes et américaines ont bâti leur efficacité sur la capacité à transformer l'échec en apprentissage, non en blâme. Enfin, cinquième étape, replacer la logistique au centre de la stratégie. Sans carburant, sans munitions, sans soutien médical, aucune bravoure ne peut tenir. Votre lucidité compte. Vous pouvez refuser les explications trop simples, questionner ce que l'on vous présente. Exiger la vérité, c'est peut-être le seul rempart contre la prochaine débâcle, qu'elle soit militaire, politique ou sociale. C'est dans la complexité, dans le souci du détail, que s'ouvrent d'autres chemins. Ne sacrifions plus l'analyse à l'illusion. La carte n'est pas figée.
Elle attend notre exigence, notre regard affûté. La forme du prochain piège n'est pas tracée. Elle dépend de notre capacité collective à voir plus loin, ensemble.